Bonjour à tous et bienvenue dans ce Findings que j'ai eu envie de faire depuis un très long moment. Ça va peut-être ouvrir une portion de Findings qui va devenir un peu récurrente, enfin ça dépend un peu de si j'y arrive, enfin bref, où je vous présenterai 10 morceaux de musique terrifiants, aussi bien d'un point de vue de concept, qu'un point de vue d'histoire, qu'un point de vue juste purement sonore. L'objectif c'est de trouver des morceaux qui mettent mal à l'aise, qui vous mettent dans un sentiment d'insécurité profond. Et vous allez voir, on tombe sur des trucs vraiment pas mal. Si vous ne vous prenez pas au jeu, évidemment, ça ne marchera pas forcément. Il faut vraiment vous mettre dans l'esprit et accepter le concept de certaines de ces musiques qui parfois peut être vraiment glauque. Les morceaux que je vais présenter ne sont pas forcément présentés dans un ordre hiérarchique, ce n'est pas un top, c'est juste une liste de morceaux qui, à mon avis, sont terriblement terrifiants. Par contre, je vais mettre là, ici, des morceaux plutôt connus dans le domaine des morceaux qui font peur. Plus les épisodes avanceront, plus on essaiera de trouver des trucs un peu niche, des trucs un peu cachés. Juste là, je voulais présenter le concept avec des morceaux peut-être qui vous diraient quelque chose. Premièrement, le seul enregistrement de Castra, les enregistrements d'Alessandro Moreschi. Alessandro Moreschi est un castra, c'est-à-dire un homme dont on a enlevé les testicules pour empêcher les hormones de faire se développer son corps naturellement à la puberté, et ainsi de conserver une voix très aiguë. Alors il y a beaucoup de mythes sur les castrats, et notamment une des légendes, ce serait que les voix de castrats seraient magnifiques, qu'ils arriveraient à atteindre des hauteurs monstrueuses en chantant avec le torse. Il existe en fait plusieurs voix, et normalement quand on veut chanter haut, on utilise le falsetto, ou la voix de tête. Là quand je parle, j'utilise la voix de torse, la chest voice. Lui, il faisait des notes absolument aigu juste avec sa chest voice. Il chante plutôt bien, mais dans le timbre et dans la manière de chanter, c'est bizarre, on sent quand même la douleur que ça peut représenter de se faire écorcher juste pour des performances, pour des vocalises. Numéro 2, Revolution 9 des Beatles. Les Beatles sont réputés pour avoir réalisé du rock très optimiste. Ils ont parfois été critiqués pour ça, tellement parfois ça pouvait être juste marshmallow diabète quoi. Mais les Beatles, c'est surtout un groupe de rock très expérimental. À partir de leur album Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, ils ont commencé à être beaucoup plus expé et à beaucoup plus envisager des territoires sonores nouveaux. Le White Album des Beatles est un album très célèbre, notamment pour sa pochette, qui est juste un carré blanc avec le nom The Beatles marqué dessus sur un autocollant, de manière très simple et épurée. Mais c'est également connu comme l'album extrême des Beatles, parce qu'il y a les morceaux les plus courts de leur carrière dessus, il y a également les morceaux les plus longs de leur carrière dessus, et donc il y a le morceau le plus long de leur carrière, Revolution 9, qui n'est pas vraiment un morceau de rock, qui n'est même pas du tout un morceau de rock. C'est en fait une expérimentation sonore, un collage de sons qui a pour objectif, à la base, je crois que c'était pour faire rire les gens, ça a fini en voyage en enfer. Number 9, number 9, number 9, number 9. Également, ce morceau contiendrait quelque chose d'un peu caché, mais on en parlera cet été, quand on parlera de la théorie Paul is Dead, une théorie du complot que je trouve très intéressante. Bref, ce morceau est assez connu comme étant très controversé dans la communauté des fans des Beatles, dû à sa nature très flippante, et au fait que beaucoup de gens n'arrivent pas à comprendre son emplacement dans le White Album. Numéro 2, les premiers enregistrements de l'histoire, Edward Léon Scott de Martinville. Entre 1853 et 1860, Edward Léon Scott de Martinville invente des prototypes de phonographes. Il est le premier à enregistrer la voix d'un être humain. D'ailleurs, le premier enregistrement de l'histoire officielle et archivé et dont on a encore une trace, c'est un riff de guitare. Nul à chier, et en plus de ça, on peut pas entendre les notes. C'est juste, je pense, pour voir comment il pouvait faire vibrer la membrane de son microphone. On voit... Là, il jouait une mélodie, mais on entend ça. Mais c'est pas ça qui fait peur. Ce qui fait peur, c'est le premier enregistrement de Au clair de la lune.
c'est les premiers pas dans l'univers du son et de l'enregistrement sonore. Et personnellement, je trouve ça vraiment glauque. C'est-à-dire que maintenant, je peux avoir un micro chaussette. Numéro 4, Frankie Teardrop de Suicide. Alors oui, là à partir de maintenant, on va commencer à rentrer dans beaucoup de morceaux très populaires dans le cadre des morceaux qui font peur. Frankie Teardrop de Suicide, un groupe de punk des années 70, c'est un des morceaux les plus connus dans la sphère musique qui fait peur. Parce que Frankie Teardrop a été précisément calculé pour être absolument terrifiant. Suicide d'ailleurs est un groupe de punk qui jouait beaucoup avec les limites de la décence publique et les limites de l'acceptation humaine. Et Frankie Teardrop raconte derrière des percussions vraiment super oppressantes et une ambiance vraiment très minimaliste mais extrêmement stressante, l'histoire de Frankie Teardrop, un ouvrier tellement pauvre et tellement triste qu'il en finit par tuer ses enfants et sa femme pour ne pas les voir vivre dans un monde terrifiant et horrible et injuste, celui dans lequel nous vivons. Frankie Teardrop finit par se suicider, et c'est plutôt quelque chose de juste et de bien senti pour l'avant-dernier morceau de l'album Suicide d'un groupe qui s'appelle Suicide. C'est un morceau qui met vraiment mal à l'aise, la voix du chanteur est terrifiante, particulièrement ses cris qui arrivent vraiment. 20-year-old Frankie. He's married, he's got a kid. Frankie looked at his wife. Shut up. Mais je vous invite cordialement à écouter le morceau jusqu'à la fin. Vraiment, ça fait mal. Numéro 5. Smiles from the Streets You Hold. John Frusciante. John Frusciante fut le guitariste des Red Hot Chili Peppers. Alors, qu'est-ce qu'il fout ici? Alors, il faut savoir que John Frusciante, ce qu'il faisait dans les Red Hot Chili Peppers, n'a vraiment rien à voir avec sa carrière solo. John Frusciante est un adepte de musique expérimentale. Et même si j'ai tendance à penser que sa carrière solo est remplie d'albums vraiment hyper prétentieux et pas bons, Smiles from the Street You Hold est vraiment un album que j'apprécie, surtout pour son contexte. En 1997, John Frusciante est au milieu d'épisodes maniaques d'une grande dépression et d'une addiction à l'héroïne monstrueuse. Il sort Smiles from the Streets You Hold, un album qu'il dit avoir écrit alors que des voix lui parlaient et lui dictaient ce qu'il fallait écrire et dire. Les morceaux ont tous été enregistrés avec de très bas moyens, avec une esthétique très lo-fi qui met extrêmement mal à l'aise. C'est donc le son de l'addiction à l'héroïne, c'est le son d'un mental breakdown. Ça ressemble à ça. Voici le morceau titre de l'album Smiles from the Streets You Hold. Numéro 6, Daddy de Korn. Alors, je n'aime pas Korn, je n'aime en général pas beaucoup le new metal, mais je ne peux pas m'empêcher de dire que le premier album de Korn est franchement pas mal. C'est, entre guillemets, un très bon moyen de créer tout un genre qui va devenir extrêmement populaire quelques temps après. Puis aussi, c'est un album avec des morceaux plutôt bien sentis et avec des idées qui parfois frôlent le génie. Et parmi ces idées qui frôlent le génie, il y a Daddy. Daddy est le dernier morceau du premier album de Korn. Et il parle de manière très explicite de pédophilie et de négligence dans l'éducation des enfants. Le morceau a une ambiance vraiment ultra menaçante et les paroles sont vraiment déchirantes. Elles sont vraiment affreuses. Innocent child, look so sweet. Mais ce qui rend ce morceau encore plus terrifiant, c'est la directive qu'avait demandé le chanteur au groupe avant de faire le morceau. Il leur avait demandé, sans même leur avoir dit le sujet de la chanson et sans leur avoir dit son vécu dans le domaine, qu'ils devaient continuer à jouer, peu importe ce qu'il se passait. Au milieu de la performance, le chanteur craque, il pète un câble, il se met à crier, pleurer, insulter ceux qui lui ont fait tellement mal.
Et le morceau se termine avec plusieurs minutes du chanteur en train de fondre en larmes et de littéralement péter un câble dans le studio, alors que les instruments lentement s'enlèvent au mix. La raison pour laquelle il a autant craqué sur un morceau parlant de pédophilie et de négligence, c'est parce qu'il en a été victime lui-même. Il aurait été victime, apparemment, selon des interviews, d'abus sexuels de la part de l'un de ses babysitters, une femme au passage. Et ce qui est le plus douloureux dans cette histoire, et ce qui a inspiré Korn pour faire ce morceau, c'est le fait qu'il l'aurait dit à ses parents, et que ses parents l'auraient pris pour une blague. Voici donc les effets que ça a, lorsque vous ne prenez pas au sérieux les discours de vos enfants. Numéro 7. What's He Building in There? Tom Waits. Tom Waits aime beaucoup la musique expérimentale et les concepts un peu space, et ce morceau fait allègrement partie de cette portion très étrange de sa musique. Le morceau se constitue d'un monologue placé sur de la musique très étrange. C'est surtout le monologue qui fait froid dans le dos. C'est le monologue de quelqu'un qui analyse l'intégralité des détails de la vie de son voisin avec un œil méfiant. C'est un peu une sorte d'allégorie de ce que c'est que le racisme. Un peu comme le voisin qui arrive dans un quartier et qui finit par être le sujet de toutes les rumeurs du quartier. L'objectif, c'est de mettre mal à l'aise avec des phrases simples et avec une ambiance vraiment écrasante. What's he building in there? And what's that sound from underneath the door? He's pounding nails into a hardwood floor. Numéro 8. I've Plumbed This Whole Neighborhood, de Nurse with Wound. Nurse with Wound est un groupe culte de la musique expérimentale. Il s'agit d'un collectif d'artistes qui a régulièrement changé son line-up et qui a réalisé beaucoup d'albums, que ce soit de l'ambiante, de l'industrial, etc. Et ils ont eu tendance à avoir une ambiance plutôt effrayante. Mais ce qui me passionne avec ce morceau, qui est énormément cité dans des listes, qui semble venir de nulle part et qui est énormément cité dans les listes comme un morceau qui fait le plus peur sur Terre, c'est que ce morceau sort de nulle part. Il ne sort de nulle part. I've Plumbed This Whole Neighborhood est un morceau qui n'a pas d'histoire. C'est un truc de fou. Ce morceau est l'une des conceptions et l'un des texturages sonores les plus terrifiants que j'ai pu entendre dans ma vie. C'est oppressant comme ambiance et vraiment je n'arrive pas à l'écouter en entier. J'ai réussi une ou deux fois, mais à chaque fois j'avais l'impression d'écouter la même musique depuis 10 minutes, une musique dans laquelle j'étais véritablement enfermé dans un enfer complètement vide. C'est super dur de trouver sur quel album était I've Plumbed This Whole Neighborhood. Et c'est même pas sur un album de Nurse with Wound, c'est sur une compilation réalisée par beaucoup d'artistes qui s'appelle Drastic Perversions. C'est un petit morceau à la con, dans juste une compilation de morceaux d'artistes. Pire que ça, il a été limité à 1000 copies. Ce morceau vient de nulle part et c'est probablement ça qui le rend aussi effrayant. Il est célèbre, pourtant personne ne semble venir d'où il vient et ce qu'il veut dire. Numéro 9, All the Children Are Dead, Venetian Snares. Alors le morceau en lui-même
Il a vraiment des parties super cool, hein. C'est un super morceau de breakbeat, mais ça s'arrête là. Il n'est pas noté comme hardcore sur Google pour rien. C'est un album du musicien Venetian Snares qui fait partie d'une série d'albums qui parlent d'abus sexuels sur mineurs, d'infanticide, etc. Bref, une focalisation sur les mauvais traitements des enfants. C'est un des nombreux albums sur ce terme qui se nomme Doll 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 et qui est sorti en 2001. C'est un morceau de breakbeat très expérimental et très bruyant, presque noise, durant 9 minutes, dans lequel un texte, entrecoupé de moments de breakbeat, dit une histoire très simple, mais qui fait froid dans le dos, dû à sa manière très simple et désinvolte de parler d'un meurtre de 74 enfants commis par quelqu'un et observé par un enfant lui-même. Cylindrical room with just a massive pit in the middle, and he was listening, and you could hear whispers and giggling. There were 74 children murdered, one right after another. He would lay on his bed and he would say, all the children are dead. All the children. All the children are dead. Et enfin numéro 10, Hamburger Lady de Throbbing Gristle. Hamburger Lady de Throbbing Gristle est un morceau sorti en 1978. Il s'agit de l'un des premiers groupes qui réalisa de la musique industrielle expérimentale. Et ce morceau fait partie de ceux qui représentent le mieux leur style et leur capacité à montrer des choses à travers du son et non pas des paroles. Ce morceau a un titre qui peut vous faire rire, mais une fois que vous le saurez, ça va plus vous dégoûter qu'autre chose. Hamburger Lady se base avant tout sur une lettre d'un médecin travaillant dans une clinique de grands brûlés, et il parle d'une femme qui aurait été brûlée complètement au 3e degré sur toute la partie supérieure à son bassin, incapable de vivre mis à part alimentée par des tubes, et dont la peau était tellement brûlée, tellement détruite, qu'elle ressemblait à de la viande d'hamburger cuit. C'est une image immonde qui est encore mieux retranscrite par la musique. Il s'agit de musique concrète, avec des influences de musique électronique un peu modulaire, foutues sur des textures vraiment ultra oppressantes, une voix qui semble être dite à travers un ventilateur d'ailleurs, et qui cite des passages de la lettre du médecin d'une manière ultra désinvolte et presque désintéressée. Si vous avez les paroles en face de vous et que vous écoutez le morceau et que vous lisez attentivement ce qui est dit, ça va vous mettre vraiment très bien. Une des scènes qui moi me fait le plus mal et qui à chaque fois me met vraiment très mal à l'aise, c'est le passage du Chili Mac. Ça paraît un peu bizarre, mais dans la musique, il raconte juste une anecdote toute simple où un médecin arrive devant le médecin qui a écrit la lettre, qui mangeait tout simplement des Chili Mac, des trucs dont la texture ressemble énormément à la peau de l'Hamburger Lady. La réaction est automatique chez le médecin. Il vomit d'un coup sur le coup, tellement dégoûté et tellement traumatisé par l'image de l'Hamburger Lady. Et ce qui est impressionnant avec cette histoire, c'est que l'on ne peut que s'imaginer quelque chose qui est aussi traumatisant à voir, tellement traumatisant qu'il créerait des nausées instantanées. On ne peut que l'imaginer car aucune image de l'Hamburger Lady existe. Il est même impossible de trouver la lettre en question qui a inspiré le morceau. Tout est figé dans le temps. On ne sait même pas encore si l'Hamburger Lady existe réellement. Mais ce qui est certain, c'est qu'on se retrouve avec un morceau absolument terrifiant. Avant de passer tout de suite à la conclusion de la vidéo, je voulais vous faire un petit message. Comme vous le savez, j'ai utilisé beaucoup de musique, dont certaines qui sont soumises à des droits d'auteur, et donc du coup je ne gagne pas forcément d'argent sur cette vidéo, et en général ma chaîne se fait très souvent démonétiser pendant un mois à cause de mes sujets de vidéo qui ne plaisent pas à YouTube. Je me permets donc de me faire une auto-promo.
pour un projet qui va sortir dans quelques jours. C'est la sortie de mon album Stargazing and Healing. Vous pourrez le télécharger gratuitement sur mon Bandcamp le 9 juillet, la date de sa sortie, et un peu plus tard l'écouter sur iTunes, Spotify, Deezer, etc. Mais vous pouvez néanmoins le précommander sur Bandcamp en faisant une petite donation de au moins 50 centimes. Et simplement quand il sera sorti, vous pourrez à la limite me faire une donation sur mon Bandcamp si vous le voulez, en mettant non pas un prix de 0 €, mais en mettant un prix supérieur à 50 centimes, autant que vous voulez. Merci de votre compréhension. C'est donc la fin de ce Findings où je vous ai présenté 10 morceaux creepy, vraiment dérangeants, effrayants. Si ça vous a plu, merci de me le dire simplement dans les commentaires. Et n'hésitez surtout pas à me dire s'il n'y aurait pas des moyens d'améliorer la chose ou si vous avez tout simplement des morceaux effrayants que vous voulez que j'analyse. Au fur et à mesure des vidéos, on tombera sur des morceaux effrayants de moins en moins connus ou de plus en plus obscurs. Là, j'ai pris des classiques, hein, des trucs qui sont très souvent cités quand il s'agit de parler de musique effrayante. Sur ce, merci à vous et à la prochaine.